On va s'intéresser aujourd'hui à l'une des plus grandes énigmes financières de l'histoire récente, le phénomène MMM et son créateur, Sergei Mavrodi. Alors c'était quoi au juste? Un empire bâti sur du vent? Ou est-ce que cet homme a, d'une certaine manière, révélé la vraie nature de la finance? Pour se faire une idée de l'échelle du truc, oubliez les sacs d'argent. Pensez en camion. Oui, en camion. À son apogée, les autorités ont saisi 17 camions Kamaz, vous savez ces énormes poids lourds soviétiques, eh bien, ils étaient remplis à ras-bord de cash. Imaginez un peu la scène, 17 camions pleins à craquer, avec les économies de millions de personnes. Et ce pouvoir, eh bien, Mavrodi lui-même en parlait avec une assurance qui fait froid dans le dos. Il disait, sans sourciller, « J'aurais pu leur ordonner de prendre d'assaut le Kremlin. » Et il l'aurait fait. C'est dire à quel point il se sentait puissant. Il était convaincu de tenir le destin de millions de gens dans le creux de sa main. Et voilà la question qui est au cœur de tout ça. Alors qui était-il, ce Sergei Mavrodi? Un génie? Un escroc? Un peu des deux? Comment est-ce qu'un seul homme a pu monter un truc pareil, un empire qui a carrément défié une nation? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Bon, pour essayer de comprendre le personnage, il faut remonter un peu en arrière, à ses débuts. Parce que Mavrodi, il adorait se raconter, se construire une sorte de légende. Une jeunesse complètement hors norme qui, d'après lui, explique tout le reste. Son enfance, c'est un vrai paradoxe. On lui diagnostique une malformation cardiaque, on lui dit qu'il ne vivra pas au-delà de 18 ans. Il survit, il aurait eu 12 commotions cérébrales, mais il s'en sort. Et à côté de ça, il avait une mémoire qu'il décrivait comme phénoménale, capable de répéter n'importe quoi. Il gagnait toutes les Olympiades de maths et de physique. Bref, le portrait typique du gamin surdoué destiné à une grande carrière scientifique, mais avec un côté quasi indestructible. Mais voilà, tout ce potentiel, toute cette mémoire phénoménale, tout ça va être balayé par une toute petite erreur. Une erreur qui va changer complètement sa trajectoire. L'histoire qu'il raconte lui-même est incroyable. Il passe son examen d'entrée pour la fac de ses rêves. Et là, le génie fait une erreur de calcul, mais une erreur bête, du genre 2 + 2 = 5. L'examinateur, un peu moqueur, lui lance « La puissance de la plaque électrique, 10 millions de watts ». Ça ne vous choque pas? Humilié, vexé, Mavrodi retire sa candidature. C'est fini. Et c'est peut-être à ce moment-là que tout a basculé. Donc voilà, la science c'est terminé pour lui. Après cet échec, il se lance dans les affaires. Et c'est là, bien sûr, qu'il va monter son grand œuvre, MMM. Une machine qui va littéralement aspirer l'imagination et les économies de millions de Russes en plein chaos des années 90. Regardez ce chiffre, 15 millions. C'est le nombre de personnes qui auraient investi dans MMM. 15 millions, c'est juste hallucinant. C'est plus que la population de la Belgique ou de la Suède. À ce niveau-là, ce n'est plus une simple boîte, c'est un État dans l'État. Et comment ça marchait ce truc? Eh bien, la beauté du système, c'était sa simplicité. C'était enfantin. En gros, on achète un billet MMM, son prix est fixé 2 fois par semaine, ce prix, il grimpe de 100% par mois, oui, 100% par mois, et on peut revendre son billet quand on veut dans n'importe quel kiosque MMM. Simple, accessible et surtout incroyablement alléchant. Mais le vrai coup de maître, ça a été la pub. Ils ont créé des personnages qui sont devenus des icônes nationales. Le plus célèbre, c'est Lyonia Golubkov, un gars simple, monsieur tout le monde, qui investit et réalise des rêves tout simples. « J'achèterai des bottes à ma femme », disait-il. Il incarnait le slogan « Je ne suis pas un profiteur, je suis un partenaire ». Tout le monde pouvait s'identifier à lui. C'était du génie marketing. Et le plus fou, c'est son style de management. Mavrodi prétendait piloter cet immense empire depuis son canapé, par téléphone. Il n'allait quasiment jamais au bureau. Sa philosophie, c'était qu'un leader doit se concentrer sur la stratégie, le reste, c'est du détail. Assez incroyable, non? Alors, il y a cette histoire qui en dit long sur le personnage. Il y avait des pièces entières remplies de billets. Et bien sûr, des employés se servaient. Quand on lui en parlait, Mavrodi ne s'énervait pas. Il appelait ça « Izderjki proizvutstva », les coûts de production. Sa logique était tordue, mais fascinante. Il disait « C'est de ma faute, je n'aurais pas dû créer une telle tentation ». Une vision des choses complètement détachée. Évidemment, une telle histoire ne pouvait pas bien se terminer. Mais comment ça s'est effondré? Alors là, attention. Pour Mavrodi, il ne s'agit pas du tout de l'effondrement classique d'une pyramide de Ponzi. Non, non. Pour lui, c'était une guerre ouverte contre l'État. Et c'était vraiment un combat de poids lourds. D'un côté, Mavrodi, avec ses 15 millions d'investisseurs, sa domination des médias et même la menace d'organiser un référendum pour virer le gouvernement. De l'autre, l'État, le Kremlin, avec sa police, sa justice, sa propagande à la télé d'État. 2 puissances face à face. Et voici sa version des événements. Selon lui, c'est l'État qui a tout fait pour créer la panique. Des avertissements tous les jours à la télé, etc. Sa réponse? Un coup de poker. Il a fait chuter le prix de ses billets de 127 fois d'un coup. Puis, il a doublé le taux de croissance. C'était une sorte de reboot du système.
Et d'après lui, c'est quand les autorités ont vu que même ça ne tuait pas MMM, qu'ils ont décidé de l'arrêter pour de bon. Cette phrase, qu'un enquêteur lui aurait dite, résume tout. Elle montre à quel point l'État le percevait comme une menace. Pas juste un fraudeur, non. Une menace pour l'existence même du pays. 1 mois de plus et il n'y aurait eu qu'un seul Sergueï Mavrodi. C'est vertigineux. Et c'est là qu'on touche au cœur du personnage. Pour vraiment le cerner, il faut aller voir du côté de sa philosophie, sa vision du monde, qui était radicalement différente, et qui pour lui justifiait absolument tout. Son point de départ était assez malin. On l'accusait de monter une pyramide. Et sa défense, c'était de demander « Mais c'est quoi au juste une pyramide ? Montrez-moi l'article de loi qui définit ça. » Et il avait raison sur un point. Légalement, le terme est assez vague. Et ça, c'est son argument massu, sa justification ultime. Pour lui, tout le système financier mondial est une pyramide. Les banques, les assurances, même le dollar. Tout ça ne tient que par la confiance. Alors quelle est la différence ? La seule, disait-il, avec une provocation totale, c'est que lui, au moins, il était honnête sur la nature de son système. Et bien sûr, dans sa propre histoire, Mavrodi se donne le beau rôle, celui du martyr. Il raconte que quand il était en prison, des milliers de ses partisans étaient dehors, prêts à tout. Et là, il dit avoir eu un choix. Soit il les lâchait sur le Kremlin et c'était la guerre civile, soit il restait en prison. Et bien entendu, il a choisi le sacrifice. Cette dernière citation, c'est peut-être elle qui résume le mieux le personnage. Elle est incroyable. Je ne me considère même pas comme un génie. Un génie est le meilleur parmi ses pairs. Je me vois comme une espèce différente, un insecte dans une fourmilière. Ça en dit long sur son sentiment de supériorité totale, son aliénation. Il ne se voyait pas comme un humain plus malin que les autres. Il se voyait comme autre chose. Au final, l'histoire de Mavrodi nous laisse avec cette question, une question assez vertigineuse. Si la confiance est la base de tout notre système monétaire, où est-ce qu'on trace la ligne ? C'est quoi la vraie différence entre un système financier légitime et une gigantesque illusion collective ? Mavrodi était sans doute un escroc, mais il a posé une question diablement pertinente. Et la réponse, eh bien, elle n'est pas si simple.